Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, nous allons spécialement parler justice. Vous le savez, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un ancien Premier ministre a été condamné dans l'affaire Boukangalonzo. Vous le savez, Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Et ce soir, nous allons parler avec mon invité. On va un peu essayer de passer en revue et puis l'actualité de leur également. Mon invité, il s'agit de Maître Christian Emango. Bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac. C'est une première fois pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Nicole, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être reçu sur ce plateau. Je le suis de loin, mais aujourd'hui c'est moi qui fais l'honneur et ça me fait beaucoup plaisir. Je suis là pour affronter les questions percutantes qui tombent souvent. Oui. Mais je n'ai pas peur de ça, je vais les affronter. Ok, il n'y a pas. J'ai confiance. Avec vous, ce soir, nous allons parler spécialement droit. Nous allons parler justice. Donc, c'est ça l'actualité. En fait, vous savez, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo vient d'être condamné à 10 ans des travaux forcés, plus 5 ans d'inéligibilité. Comment avez-vous trouvé cet arrêt de la Cour constitutionnelle? Matata s'est quoi accusé en fait? Je vais plutôt parler de comment j'ai trouvé le procès. Oui. L'arrêt vient. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces procès? Voilà. Résumer le procès, mais en tout cas, je vais parler du procès que j'ai constaté d'abord que la Cour a instruit ce dossier avec une certaine accointance vers la rapidité, la célérité qu'il fallait imprimer à un procès pénal, sauf que cette célérité-là, si on veut qu'il y ait la célérité, il ne faudrait pas que la célérité puisse à quelques mesures marcher plus ou moins sur les droits des prévenus ou sur les droits des justiciables. Et dans les cas d'espèce, je dois vous dire que j'ai estimé que pour une haute juridiction, devant laquelle les arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, juger une personnalité par défaut, c'est faire sa propre chapelle, appeler ses propres disciples et les prêcher. Et quand il n'y a pas un son de cloche opposé, j'ai doute fort. Mais à qui la faute? Vous avez dit qu'il n'y a pas moyen d'introduire un Il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de recours. Parler. Vous jugez par défaut. Je n'ai jamais vu ça devant les hautes juridictions. Mais Matata ne s'est pas présenté, il n'a pas comparu. Je vais prendre l'exemple de la Cour pénale internationale, par exemple. Madame, vous avez déjà appris qu'on a jugé une personne devant la Cour pénale internationale par défaut. Ce sont les hautes juridictions, ce sont des tribunaux où on ne vous donne pas la possibilité. Si on vous juge, c'est une fois et c'est définitif. Si vous n'avez pas la possibilité d'exercer des voies de recours, mais on préfère quand même juger dans ces conditions-là, je ne sais pas. S'il y a des erreurs qui s'infiltreraient, ça arrive. Nous sommes devant la justice. C'est une justice humaine. Elle n'est pas toujours aussi parfaite et irréprochable que cela. Il peut y avoir des erreurs qui puissent se glisser. Comment on va réparer ça? Il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de recours ordinaires que nous connaissons. Ce sont les rectifications pour erreurs matérielles, ce sont les interprétations qui ne changent pas la substance de la décision. Et donc, procéder par cette façon-là, pour une juridiction comme la Cour constitutionnelle, j'ai estimé que ça sapait toute la procédure. La Cour a été un peu rigoureuse avec... Pas rigoureuse, mais la Cour m'a semblé un peu trop pressée. Trop pressée. La Cour m'a semblé un peu... c'est comme si le souci, ce n'était pas de rechercher la vérité. C'était de condamner. Mais c'était de finir le procès. De finir le procès. C'était pas de rechercher la vérité. Autant que ça pouvait faire la situation inverse. C'est-à-dire pas aboutir forcément à une condamnation, mais à un acquittement. Mais même si ça allait être l'acquittement, jugé par défaut, vous savez ce que ça allait être comme conséquence. Nous avons réfléchi. C'est que vous observez le procès, vous remarquez que les agents de l'IGF disent des choses, mais personne n'a pu nous rassurer qu'il y avait surfacturation. Mais qui avait présenté les factures? C'était la société qui avait gagné les marchés. Bien que par des formes obscures qu'on nous a présentées. Mais il y avait surfacturation.
il y avait une autorité qui avait décidé. Même si on nous a dit que les procédures n'étaient pas respectées. Oui. Mais il y avait une autorité qui avait décidé du décaissement, enfin de suivre la chaîne de dépenses comme on nous l'a présenté. Et finalement, l'argent est sorti. Mais si, dès ça, c'est ton 9 millions, mais si, hein, il faut préciser. Si on dit à ce jour, si on dit à ce jour qu'on avait remis à Nicole Pocho $100 pour amener une délégation de journalistes à, je ne sais pas moi, une interview, mais il n'y a que $20 qu'on a retrouvé. Encore faut-il s'assurer si les $80, Pocho en a bénéficié. Est-ce qu'il avait déversé ça sur le compte de l'État? Est-ce que... On ne sait pas. Il n'y avait que Grobler qui devait nous dire, non, moi j'avais demandé 20 000, mais normalement j'aurais dû demander 2 000, 18 000 étaient allés au profit des Matata. Alors quand on condamne par exemple quelqu'un dont on ne sait pas poser la question, est-ce que le reste de l'argent, vous en avez bénéficié? On est dans les supputations. Mais la justice ne doit pas être dans les supputations. La justice doit être sûre que la décision qu'elle a rendue, l'intime conviction des juges a fait que sur base des éléments, sur base des faits, on a une certaine garantie qu'on n'a pas commis des erreurs. Et si jamais les erreurs se sont introduites dans ce dossier-là, ben c'est fini. Matata Ponyo serait condamné pour du bon, sans que l'on sache, c'est vraiment la vérité du droit qui a été dit. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la décision. Ce n'est pas la décision. Nous avons besoin de savoir la vérité. Mais qu'on pose la question. Selon vous, ce n'était pas la vérité. Qu'on pose la question aux Congolais aujourd'hui. Est-ce vraiment nous avons eu la vérité de ce qui s'était passé? Est-ce qu'on est convaincu que nous avons eu la vérité? Parce que nous, on a besoin de savoir si c'est Matata Ponyo qui avait pris l'argent. Il en avait fait quoi? C'était parti où? On a besoin de savoir. Tu vois, ça crée un précédent. On sait maintenant, les voleurs, comment ils Mais vous avez quand même suivi le procès. Le président de la Cour a tout expliqué. Dès ça, 79 millions a été décaissé. Et puis 34 millions qui a été utilisé pour la paix. Oui. Et le reste, la destin 40 ou 50 millions, oui, 250 millions volatilisés. Oui. L'argent détourné. Justement. Et qui est wapi? Et on a des problèmes. On a supposé. On a supposé. Mais si nous avons une justice qui suppose que comme donc ça serait lui. La justice ne peut pas tâtonner. Est-ce c'est la vérité que nous avons obtenue ou nous avons eu un procès tout simplement? C'est ça ce qui est, en tout cas pour ma part, la préoccupation majeure. La justice dans tous les pays du monde où ça fonctionne bien, on a plus besoin de la vérité. À telle enseigne que on demande même à l'accusé pourquoi vous avez fait ça. Parce qu'il peut vous expliquer. Non, j'avais une arme sur la tempe. C'est pour ça que j'étais obligé de faire tout ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes derrière Matata, on ne sait pas. Tout ça, on n'a pas eu la vérité. Les Congolais ne savent pas où est-ce que cet argent est parti. On sait seulement qu'on a condamné Matata. On sait qu'on va procéder. Et puis, la décision, j'ai entendu. On va confisquer les biens, fruits de ces détournements-là. Mais quels sont ces biens-là? On n'a pas cité. Est-ce qu'on sait les identifier? Donc finalement... Mais parce que si on doit comparer, je ne vous coupe pas la parole, maître, si on doit comparer avec le procès 100 jours, avec Vital Kamerhe, qui a été condamné également à 20 ans de servitude pénale. Avec Kamerhe, c'était des travaux forcés. C'est ça la peine de l'infraction des détournements. D'accord. On avait cité quand même les biens de Kamerhe qui seraient confisqués. On avait cité une parcelle Boyer, immeuble Boyer, en France, tout ça. Mais avec Matata Ponyo, on n'a pas précisé. Justement, parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. On va saisir. Ou bien Oyo Azwaki a parti à Makambouana à faire Bukangalonzo et Bandaki. Mais on va l'établir comment? Comment aussi? On va l'établir comment? Après 5 ans. Vous remarquez le sentiment qu'on n'a pas fini le travail. On n'est pas satisfait, en tout cas pour ma part, de ce procès. Parce que, vous n'êtes pas satisfait, mais non, de ce procès. Parce que si il y avait des coupables, nous n'avons pas besoin de juger les gens. Matata Ponyo en prison en liberté, qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Nous avons besoin de savoir s'il y a eu détournement dans Bukangalonzo. Moi,
j'aurais dû être riche à travers Bukangalonzo, par exemple à 10 millions de dollars. Mais je n'ai pas récupéré ça. Alors pourquoi on a fait tous ces procès-là? C'était un spectacle. Les trésors publics a dépensé l'argent pour rien. C'était juste un spectacle. Au fond, est-ce qu'on a récupéré? Est-ce qu'on va récupérer? Parce qu'on vous dit que les biens fouillés, tout ce qui s'est passé là. Mais où sont ces biens? On ne les a pas répertoriés, on ne les a pas identifiés. On a posé la question aux agents de l'IGF. Est-ce que vous savez un peu la destination de cet argent? On nous a dit non. Et ils ont répondu non. Nous, on s'était seulement arrêté à constater les factures. On s'est arrêté là. Le ministère public a arrêté son travail quelque part. Et de l'intime conviction des juges, ça ne valait pas la peine. Christophe Gobler a même demandé à ce qu'on puisse faire la réouverture des débats. Mais c'était dans quel objectif? Pour qu'ils comparaissent. C'est de pratique que devant nos cours et tribunaux, et puis, c'est à quel moment, je dois vous dire, madame, ça, tous les juristes, tous les avocats, tous les praticiens du droit le connaissent bien. À quel moment un tribunal procède à ce qu'on appelle la réouverture des débats? C'est-à-dire, il a estimé qu'il avait déjà été suffisamment renseigné par les parties. Alors à ce moment-là, il peut prendre l'affaire en délibéré, c'est-à-dire qu'ils vont se retirer pour aller se prononcer et revenir. Mais il y a un élément qui tombe après la prise en délibéré. Il y a un document qui tombe, il y a une pièce qui tombe qui, si les juges le savaient avant de prendre l'affaire en délibéré, leur position pouvait pencher dans un sens ou dans un autre. Or, Christophe Gobler était celui qui pouvait bien nous renseigner par rapport à ce que le parquet avait présenté. Il pouvait bien nous renseigner, bien nous dire, ils ont dit qu'on avait sorti 100 millions, c'est faux. On a sorti 10 millions. Ils ont dit qu'on avait sorti 100 millions. D'ailleurs, vous n'avez pas l'information, on n'avait pas sorti 100 millions. On avait sorti 300 millions. Christophe Gobler était la personne la mieux placée à nous dire ça. Il sollicite une réouverture des débats. Non, la Cour dit irrécevable. Mais pourquoi? Pourquoi on s'est précipité? Et les Congolais, on va observer aujourd'hui. On va voir là où est-ce qu'on va récupérer les 200 millions qu'on est en train de nous dire. Nous, on n'a pas, nous, en tout cas, Matata Pogno nous importe peu. Moi, Congolais, je le dis. Matata Pogno m'importe peu. C'est mon argent. C'est l'argent. C'est l'argent qui m'intéresse le plus. Oui, mais cet argent-là, au vu du procès, je doute fort que nous allons le récupérer. S'il est vrai que cet argent-là avait été détourné. Mais je doute fort que l'image qu'on nous a présentée dans les procès finira par atteindre cet objectif-là. Bien, maître, parlons toujours de cette condamnation de Matata Pogno. Certains disent que ces immunités n'ont pas été levées et d'autres estiment que ça l'était depuis qu'il était sénateur. Qui a raison, qui a tort? Regardez ce que je vous présente comme plan. J'ai suivi le raisonnement de la Cour constitutionnelle, mais je ne sais pas si c'est un raisonnement juridique cohérent. Pourquoi? On est poursuivi devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle poursuit un ancien Premier ministre. Lorsque la Cour constitutionnelle, disons le parquet près la Cour constitutionnelle, avait initié les poursuites, il avait le statut de sénateur. Et lorsqu'on est sénateur, le juge naturel d'un sénateur, c'est la Cour de cassation. Donc, en principe, si l'on devrait juger Matata Pogno dans les cas d'espèce, ça aurait dû être à la Cour de cassation, en tant que sénateur. Mais il devient par la suite député national. J'ai entendu la Cour dire, c'est la fonction. Mais non, on n'est pas en train de juger... la Cour soutient que les immunités non, protègent on n'était pas en train de juger la fonction Premier ministre. On n'était pas en train de juger la fonction Premier ministre. La fonction, ce n'est qu'une alchimie juridique. Mais nous jugeons la personne de Matata Pogno qui a posé des actes. Personne, ça c'est une question morale. Personne n'a jamais vu la fonction. Qui a déjà vu la fonction Premier ministre? Qui a déjà vu la fonction Président de la République? On voit la personne. Et donc, dans la personne qui occupe cette fonction. On voit la personne qui occupe la fonction, c'est elle qui est responsable des actes qui peuvent découler de la fonction. Donc, lorsqu'il est jugé en tant que... Il est poursuivi en tant que sénateur. Ses immunités ont été levées en tant que sénateur.
Il devient par la suite député. En principe, un député national est jugé devant la Cour de cassation. Alors la Cour nous a dit non, comme les immunités étaient déjà levées devant la Cour, avec sa qualité de sénateur, devenu plus tard député, c'est inopérant. Mais prenons un autre exemple, si on doit garder le même raisonnement. Parce que cet arrêt ici a laissé ce qu'on appelle un précédent en droit. Plus tard, lorsque nous serons... Oui, je vous explique. Plus tard, lorsqu'on sera devant le même cas d'espèce, les juges qui viendront après diront, il y avait déjà eu un cas. Voilà comment on s'était prononcé. Ils peuvent encore recourir à ça. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Ah, okay. Ce qu'on entend généralement. En d'autres termes, c'est un précédent. Bon, à supposer que Matata Ponyo était devenu président de la République. Ah, c'est ce que Vital Kamerhe aussi avait soulevé. Hein. Alors, s'il était devenu président de la République, alors que Matata Ponyo, en tant que sénateur, justiciable de la Cour de cassation, plus tard, il devient président de la République. On allait avoir un président de la République qui est jugé à la Cour de cassation. Alors qu'un président de la République est jugé devant la Cour constitutionnelle. C'est un raisonnement. Mais la Cour a affirmé être compétente de juger Matata Ponyo. Dans une nébuleuse. Dans une nébuleuse. La Cour affirme être compétente à juger Matata Ponyo. RP 001, la Cour s'est dite incompétente. Ils reviennent dans RP 002, la Cour devient compétente. Qui vous dit jurisprudence, on fait même allusion à la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l'homme. On fait jurisprudence à beaucoup de... Oui. Les juges congolais se sont empêchés de réfléchir selon eux. Les juges congolais se sont donné le luxe de réfléchir selon des juges étrangers. Dans un méli-mélo, nous connaissons un peu la Cour constitutionnelle, c'est pour nous la première fois de voir que le juge constitutionnel, pour nous donner une réponse, il a été obligé d'aller en Europe et partout, alors que nous étions au Congo. Nous avons des réalités qui sont les nôtres. Donc les juges congolais se sont montrés déjà rabougris par rapport aux juges étrangers. Rabougris, là. Ça veut dire que les juges congolais se sont montrés déjà inférieurs, chercher à s'inspirer des autres. Ah, des autres. Oui. Or, on reproche toujours au droit congolais d'être un droit qui aime trop copier sans rapporter l'esprit. Donc, vous voyez un peu dans ces circonstances-là, dire aujourd'hui qu'on est incompétent, si vous devez dire demain que vous êtes compétent, il faut que la loi change. Dans les mêmes contextes, avec une loi qui n'a pas changé, mais votre compétence est venue d'où? C'est quand même très critiquable. Et on estime que ça n'a pas été un arrêt qui nous a satisfait, comme on aurait pu attendre. Lorsqu'on soulève des préalables dans un procès sur les immunités, et on répond tout simplement, il faut joindre ça au fond pour venir à la fin, ça créait un doute. Un doute. Ça créait un sérieux doute et ça avait sapé tout le procès. Donc selon vous, c'est bon. Vous rejoignez un peu le camp Matata pour dire que c'est un acharnement, c'est politisé et tout ça. Je ne rejoins pas le camp Matata, je ne suis pas du camp Matata. J'ai dit ce que je pense. On a suivi quand même leur réaction. Oui, ils s'attendaient à ça. Je n'ai même pas suivi leur réaction, je ne sais même pas ce qu'ils ont dit. Mais j'ai dit ce que je pense être ce qui devait se faire. C'est ce qui devait se faire. Je commence par dire d'abord que... Je vous donne même un cas d'espèce. Le président de la Cour constitutionnelle, je n'ai rien contre lui. C'est un magistrat de carrière, envers qui j'ai beaucoup de respect. Mais j'ai trouvé même qu'il avait violé son devoir de réserve. Ça veut dire quoi? Lorsque le président de l'Assemblée nationale lui écrit et lui dit que vous aviez procédé aux poursuites d'un député national sans avoir levé ses immunités au préalable. Donc vous n'avez pas respecté la procédure. Vous n'avez pas respecté la procédure. Le président de la Cour constitutionnelle s'est évertué à interpréter une disposition de la Constitution dans une lettre. Ce n'était pas une décision de justice. C'était juste une lettre qu'il avait adressée. Là, c'était dans sa casquette d'autorité administrative. Il s'est donné, il s'est échiné, il s'est donné toute la peine d'interpréter une disposition de la Constitution, alors qu'il était membre de la composition.
Vous savez ce que ça fait sur les autres membres de la composition? Ça liait les autres membres. Quand il a dit, le procès avait déjà commencé, ses immunités avaient été... Est-ce que vous avez vu la différence avec la décision définitive? Il n'y a pas eu la différence. Donc c'est comme si le président de la Cour constitutionnelle avait quelque peu lié déjà les autres membres de la Cour. Parce que si les autres membres de la Cour avaient dit le contraire de ce qui était sorti sur sa lettre, vous avez vu ce que ça allait donner dans l'opinion. Tout le monde allait dire le président de la Cour constitutionnelle Azam était, corrigé. Vous imaginez un peu qu'on dise que le président de la Cour constitutionnelle Azam était corrigé. Ce qu'il devait faire, c'était d'observer son devoir de réserve. Toute question qui concerne un point sur le délibéré, il ne peut pas se prononcer sur ça en public si jamais ses collègues ne l'ont pas fait collégialement. Dès lors qu'il avait fait, c'est un devoir de réserve qu'il avait violé, et ça a des conséquences juridiques. Alors, maintenant qu'il est condamné, comment va-t-on procéder pour son arrestation? Il y a déjà quelque chose que nous essayons de comprendre en droit congolais, c'est que la peine pour l'infraction de détournement des deniers publics, c'est entre autres, il n'y a pas que ça comme seule peine, mais souvent, ce qui est présenté sous les projecteurs, c'est la peine des travaux forcés. Est-ce qu'il y a une prison pour ça, les travaux forcés? Mais ici, on tente de commuer... Est-ce qu'il va aller en prison? On tente de commuer les travaux forcés, c'est-à-dire de changer les travaux forcés à la peine de servitude pénale, c'est-à-dire d'emprisonnement. Comment ça? Expliquez-vous un peu, soyez un peu clair. Alors que les travaux forcés, c'est-à-dire, on va requérir vos capacités physiques, mentales, peut-être balayer, faire des travaux, de produire pendant un temps. Un temps, oui, c'est ça. C'est un travail qui ne sera pas rémunéré. C'est pour ça qu'on dit c'est forcé. Forcé, oui. Ce n'est pas de votre volonté, vous le faites, mais vous ne serez pas rémunéré. Donc il ne va pas faire la prison? En principe, il ne devrait pas faire la prison. En principe, il ne devrait pas faire la prison. Mais nous voyons la pratique chez nous ici, comme ça a été le cas pour avec Caméré, c'était aussi travaux forcés. Donc il y a une différence entre travaux forcés et servitude pénale. Servitude pénale. Servitude pénale, c'est la peine d'emprisonnement. Mais les travaux forcés, c'est une autre peine qui se limite tout simplement. Mais les détournements aussi, c'est un crime. Hein? Alors, vous devez comprendre le contexte. Vous devez comprendre le contexte. L'infraction de détournement, la loi date d'une époque où maubusienne, où on savait que les détournements, c'était aussi une pratique courante au sein des institutions publiques. Alors, ils se sont déjà arrangés que lorsqu'il y aurait des condamnations à la fin, il n'y a pas d'emprisonnement, c'est travaux forcés. Or, on sait qu'ils ne feront aucun travail. Donc, c'est comme ça qu'ils s'étaient préparés pour que, même s'ils détournent, en fait, ils ont déjà fait le lit de leur futur, ils détournent, mais après, il n'y aura rien. Donc, on doit changer la constitution. On doit changer la loi. On doit changer la loi. Et je dois vous dire aussi, madame, mais là, je n'ai pas voulu aller là-bas pour éviter d'embrouiller l'opinion. Il y avait aussi beaucoup de questions qui étaient techniques. La Cour s'est appuyée sur l'article du Code pénal relatif au détournement des deniers publics. Alors qu'au vrai sens du mot, le Premier ministre ne peut pas commettre l'infraction de détournement public. Le Premier ministre commet l'infraction d'atteinte à l'honneur ou à la probité. C'est ça. Et parmi les éléments de l'infraction d'atteinte à l'honneur ou à la probité, il y a l'infraction de détournement des deniers publics. Malheureusement, quand vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vous ne voyez nulle part où il est prévu la peine de l'infraction d'atteinte à la probité. On renvoie à d'autres infractions, mais quand on renvoie à d'autres infractions, c'est-à-dire on est dans le code pénal, dans la loi portant sur organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, on vous dit lorsque le Premier ministre va commettre l'infraction d'atteinte à l'honneur ou à la probité, vous devez aller dans le code pénal, mais là où on vous renvoie dans le code pénal, on vous dit vous devez aller dans le code pénal dans son chapitre 7. Vous allez dans le code pénal, vous regardez le chapitre 7, il n'y a pas l'infraction et détournement. Donc on vous a renvoyé dans les airs, dans le vide. Ça, c'est l'ingéniosité de ceux qui ont
élaborer les lois pour trouver un moyen d'échapper à la justice. Mais la Cour n'a pas tenu compte de ça. Il y a beaucoup d'erreurs. Voilà, j'ai parlé des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. L'une d'elles, c'est celle-là. Malheureusement, nous avons condamné une personne qui n'aura plus la possibilité d'exercer des recours, sauf par magie du droit congolais, comme je le vois souvent. Mais s'il n'exerce pas aussi des voies de recours, voyons voir si nous allons récupérer nos 200 millions. Ah, c'est ça. Donc, on ne sait pas quels biens seront confisqués. Est-ce qu'il sera arrêté? Point d'interrogation. Ça se fera comme tous les procès. Comme tous les procès de détournement. On ne récupère jamais rien. 100 jours. Rien. Joseph Kabila aussi est poursuivi par la justice. Il y a, je ne sais pas, la justice a demandé la levée de ses immunités. Il n'était pas présent, il devait se présenter le 20 mai au Sénat. Il y a une commission spéciale, hein, il devait être auditionné. Mais il n'est pas au pays. Comment ça va se passer? Est-ce que l'immunité il y a Joseph, on ne comprend pas. Est-ce que Joseph Kabila a été élu? Non. Immunité. Non, Joseph Kabila, en vertu de l'article 104, si je me sénateur à vie, on est à titre honorifique, non? Il est sénateur à vie, mais il est sénateur. À vie, mais c'est juste un titre lié. Lui ne va jamais attendre 5 ans des élections pour entrer dans cette salle-là des sénateurs, y prendre part aux travaux, etc. Et il n'a jamais reçu aussi ses émoluments, hein, il faut bon, ça devient une autre question. Mais en tout cas, il est sénateur à vie. Mais j'ai entendu un raisonnement ici qu'on veut juger un ancien président de la République en sa qualité de sénateur. Alors qu'en réalité, il n'est pas sénateur, il est sénateur à vie. Et qui peut être sénateur à vie au Congo lorsqu'on a été ancien président de la République? Donc c'est indissociable. Sénateur à vie signifie ancien président de la République. Mais on nous a dit, on veut le juger en sa qualité de sénateur. Pas en sa qualité d'ancien président de la République. Le ministre de la Justice, Moutamba. Je ne citerai pas les noms, mais on veut le juger en sa qualité de sénateur. De sénateur. Il faut les pas en sa qualité d'ancien président de la République. Or, Joseph Kabila est sénateur parce qu'il est ancien président de la République. Il n'est pas sénateur par tout autre mécanisme. Donc, j'ai trouvé que là, il y avait quand même une imbroglio. Il fallait préciser les termes, on les poursuit. Même si vous voulez dire c'est qualité des sénateurs et tout ça, mais lorsqu'il se présente là, nous tous, l'opinion c'est, il ne faut pas nous amener dans les alchimies qui n'existent pas sur terre. Nous tous, nous savons qu'il est ancien président de la République, sénateur à vie. Là aussi c'est du théâtre, ce qui se passe au Sénat. Oui, justement, parce que ceux qui ont été jugés dans les mais histoires... Mais s'ils ne se présentent pas... Oui. Ceux qui ont été jugés dans les histoires des Corneille, Nanga et tout ça, qu'est-ce qu'on a récupéré? Leurs biens sont là, on a mis ça en vente. Qui a déjà acheté ça? Moi, j'en connais. J'en connais les biens. On m'a montré même une maison à Lemba. On vient de me montrer une maison à Lemba. J'ai les capacités d'acheter cette maison-là. Mais je n'ai pas... Parce que nous tous, nous savons que l'épée de Damoclès, c'est là. C'est lui qui va acheter cette maison-là. Dialogue après 2 jours ici. Toutes ces maisons-là à récupérer, tout ça, on va perdre. Donc, ce sont des procès fantaisistes. Fantaisistes. Ce qu'on fait sur Joseph Kabila, c'est fantaisiste. C'est de la pure fantaisie. Parce que ça ne va rapporter rien du tout. On juge Joseph Kabila aujourd'hui, il n'est même pas là. Tout ce que vous allez dire là-bas, nous, on a ce qu'ils veulent peut-être. Parce que ce qu'on reproche à Joseph Kabila, j'imagine, ce sont des faits graves. Trahison. Ça, c'est la peine à perpétuité. C'est-à-dire, il faut arrêter Kabila, le mettre dans nos prisons. Mais il va tout contester parce qu'il n'est pas là, il n'est pas présent. Et qu'il non, on va les juger par défaut. Par défaut. Et qu'il purge toute la peine. Mais pendant ce temps, Kabila se moque de tout ce monde-là. Parce qu'il est en liberté, il se promène où il veut. Nous connaissons même là où il est. Donc, tout ça, c'est de la pure fantaisie. Il faut qu'on puisse sortir les Congolais de cette machination-là qui nous fait perdre le temps. Et vous avez vu, je ne confirme rien. Mais il me semble que 450 000 $ ont été décaissés des fonds publics pour poursuivre Joseph Kabila. 450 000 $. Oui, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, je ne confirme rien. Mais j'ai vu que 450 000 $ auraient été décaissés. Il y a aussi 4 millions, 5 millions. Donc, voilà. Perro Louara, ça devient du spectacle. On a décaissé l'argent et pourtant, on nous dit ici qu'il n'y a pas l'argent. Alors, pour terminer, dernière question. Moutamba, affaire Moutamba, vous le savez aussi qu'il est...
il y a une affaire de détournement là sur Constant Moutamba, ministre de la Justice. Qu'est-ce qui va se passer? Comment comprenez-vous tout cela? C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte, tout simplement. 19 millions à 51 millions de détournements. Je vous dis en un mot, c'est un règlement de compte. Il n'y a rien de sérieux là-bas. C'est un règlement de compte. On n'a pas envie de poursuivre Moutamba. On a juste envie de l'humilier. Ah bon? Parce que si Moutamba avait détourné 51 millions de dollars, vous êtes là avec nous, nous n'allons pas récupérer les 51 millions là. Il faut juste l'humilier. Comme il humiliait les autres. Ah. C'est ça ce que je vous dis. Que c'est un règlement de compte. Est-ce que Vital Kamerhe va autoriser? Pas là, c'est un secret des dieux, je ne sais pas le dire aujourd'hui. Hein? Mais je vois comment Vital Kamerhe, comment il était en train de se débattre comme un diable dans un bénitier pour chercher à sauver un peu l'image du Parlement avec les Kamatata Pogno. C'est ça, son devoir aussi, hein, de protéger Vital Kamerhe n'avait qu'une seule chose à faire. C'était d'écrire au président de la Cour constitutionnelle et lui dire qu'en vertu, si je ne m'abuse, de l'article 107 de la Constitution, vous poursuivez un député national, nous avons décidé qu'il puisse rentrer. Je vous donne un cas. Tout récemment, Jean-Jacques Mamba. J'étais là. Et dans les cas Jean-Jacques Mamba, poursuivi à la Cour de cassation, Madame Janine Mabunda, à l'époque, présidente de l'Assemblée nationale, écrit à la Cour de cassation, les procès se sont arrêtés. C'est arrêté. Ça aurait pu être le cas de Matata Pogno. Vital Kamerhe n'a pas su arriver jusque là-bas. Parce que s'il l'avait fait, il allait être de nouveau éjecté de son siège, comme c'était le cas autrefois en 2008. Donc l'histoire allait se répéter. Alors est-ce qu'il le fera pour Moutamba? Si l'union sacrée s'est réunie dans sa sacralité du mal, si on veut la tête de Moutamba, je vous assure que Vital Kamerhe ne fera rien. Mais il faut quand même arrêter aussi ces genres de détourneurs. Nous avons eu des révélations avec Nicolas Kazadi. Il y a trop de détournements chez nous. Est-ce que la justice fait bien son travail? Vous êtes un homme de droit. Nous allons finir par là. Comment trouvez-vous cette justice? Notre justice, il y avait les états généraux. Parce que même... elle était malade. On est sorti de là. Malade, on a continué à rater. La maladie continue. La maladie continue. Thérapie, en gros, vous trouvez? Non, il n'y a rien. La maladie continue. Ça encore, c'est un spectacle. Déjà, lorsqu'on parle de la justice qui est malade, vous avez vu cette justice où est-ce qu'elle avait tenu sa réunion pour faire les états généraux. Centre financier. Là où on discute l'argent. Mais nous sommes allés tenir notre réunion là-bas. La maladie était déjà là. Et tout ce qui a suivi après, c'était du pipeau. On nous a fait avaler de l'air, du vent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tourner en rond. La justice, aujourd'hui, est instrumentalisée. Nous devons le dire sans peur. Et tout ce qui est fait a crié aux voleurs, des détourneurs, mais des gourmands, tout ça. Il y a des révélations, mais personne n'est arrêté. Madame, je ne dirai rien sur Alinguetti. Je ne dirai rien sur Alinguetti. Mais il y a des soupçons sur la construction de son bâtiment. Les jours que Alinguetti prendra ses distances de certaines personnes ici. Dossier Robima. Dossier, monsieur Alinguetti peut Robima. Tout le monde est prenable dans ces pays. Tout le monde est prenable dans ces pays. Même Ngana Robima dossier. Donc, je ne peux pas laver les uns pour les autres, mais je vous dis seulement que pour Moutamba, c'est un règlement de compte. Il n'y a rien de la justice là-dedans. Il n'y a rien de la justice là-dedans. On va finir par là. Maître, merci en tout cas d'être venu. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Hein. Je ne sais pas. Oui, juste pour l'émission, pas pour la vie. D'accord. Le mot de la fin, c'est de dire au peuple congolais qui ne suivent pas ce qui se passe actuellement, ce pays va se relever. C'est vrai que nous, on aime bien parler du Congo toujours au futur. Ce pays va se relever. Je suis fort persuadé que le plan que les évêques nous ont mis sur la table va amener ce Congo ici vers son salut. Il faut l'appliquer immédiatement. Il faut l'appliquer immédiatement. C'est une solution pour le Congo. Ah bon? Je vous assure. C'est une solution pour le Congo. Si on est en train d'atermoyer, hier c'était Moutamba qui criait aux voleurs, aujourd'hui on crie aux voleurs sur lui. Et nous serons dans cette spirale-là.
ce cycle fermé où nous revenons toujours à la case départ. Il faut reconstruire l'homme congolais. Hein, parce que là, il faut un changement de mentalité pour ne plus répéter. Oui, alors il faut que les Congolais se comprennent. Que personne ne puisse penser que ce pays lui appartient à lui seul et qu'il se permette ce qu'il veut. Il faut que le Congolais s'assoie. Il faut des sanctions et que nous nous disions les vérités en face. Ce qu'il faut sanctionner, il faut les sanctionner, que la paix revienne et que le pays puisse décoller. Mais en tout cas, pour notre justice, il y a encore un long chemin à faire. Nous pensions que Moutambale estompait ça, mais hélas. Hélas. Ok, ça sera tout. Maître, en tout cas, merci d'être venu. Cette émission est terminée, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.